La France est-elle vraiment un pays de football? C'est une question qui divise. Une question qui enflamme les plateaux télé, nourrit les débats sur X, s'invite dans les cafés et fracture parfois les discussions entre passionnés. Une question qui gratte là où ça fait mal quand un stade sonne creux. Une question qui revient comme un refrain quand les Bleus brillent ou quand la gestion des supporters fait polémique. Alors, posons-la franchement, sans posture, sans caricature. La France est-elle, oui ou non, un pays de football? Installez-vous. On va prendre le temps. Parce que la réponse ne tient ni en un slogan, ni en un palmarès. Commençons par l'évidence. Parce que le monde entier voit. Parce que personne ne peut contester. 2 étoiles cousues sur le maillot. 1998. 2018. 2 dates qui ne sont pas seulement des souvenirs. Ce sont des repères historiques, des marqueurs générationnels. En 1998, la France a découvert ce que signifiait régner sur le monde. En 2018, elle a confirmé qu'elle n'était plus une invitée surprise, mais une habituée des sommets. Et entre ces 2 triomphes, il y a plus qu'un simple intervalle. Il y a une continuité. 3 finales de Coupe du Monde sur les 5 dernières éditions. 2006, 2018, 2022. Ce n'est pas un accident statistique. C'est une régularité de grande puissance. Ajoutez à cela l'Euro 1984, remporté à domicile dans le sillage d'un capitaine devenu icône, Michel Platini. Ajoutez l'Euro 2000, qui a confirmé l'âge d'or d'une génération irrésistible. Ajoutez une finale en 2016, une demi-finale en 2024, et une présence presque permanente dans le haut du classement mondial. À ce niveau-là, on ne parle plus de bonne période. On parle d'installation durable dans l'élite. Depuis les années 1980, malgré des fractures, une Coupe du Monde manquée en 1990, une autre en 1994, le séisme de 2010, l'équipe de France a toujours su revenir, se reconstruire, se réinventer. C'est peut-être là sa plus grande force. Beaucoup de nations brillent une décennie, puis disparaissent. La France, elle, traverse les cycles. Elle change de génération, elle change de leader, elle change de style, mais elle reste. Ce qui frappe surtout, c'est la capacité des Bleus à exister dans les grands rendez-vous, quand la pression est maximale, quand les marges sont infimes, quand l'histoire s'écrit en 90 minutes. Dans les Coupes du Monde, la France ne participe pas. Elle pèse, elle dérange, elle élimine. Elle joue les derniers matchs, voyager un peu, discuter football à Madrid, à Buenos Aires, à Dakar, à Berlin. Prononcer « France ». Vous verrez immédiatement la réaction. Un mélange de respect et de prudence. Parce que la France n'est plus une équipe romantique ou imprévisible. Elle est devenue une puissance stratégique, athlétique, technique, mentale. On ne parle plus d'exploit quand elle atteint une finale. On parle de logique. Et ce basculement est fondamental. Dans l'imaginaire mondial, certaines sélections incarnent une tradition. Le Brésil pour le jeu, l'Italie pour la rigueur défensive, l'Allemagne pour la machine collective. Aujourd'hui, la France incarne la profondeur d'effectif, la capacité à produire des talents à la chaîne et à performer immédiatement. Sa force ne repose pas sur une seule génération, ni sur un seul style. Elle repose sur un réservoir, une équipe capable de perdre des cadres et d'en faire émerger d'autres. Capable d'aligner des joueurs formés aux 4 coins du pays et devenus leaders dans les plus grands clubs européens. Capable de transformer une transition en nouvelle ambition. C'est cela, le marqueur d'une grande nation compétitive, la résilience. Les grandes compétitions ne pardonnent de rien. Elles révèlent la hiérarchie réelle. Et depuis plus de 40 ans, la France s'y installe avec une constance impressionnante. Bien sûr, tout n'a pas été linéaire. Il y a eu des crises, des tensions internes, des épisodes douloureux. Mais même ces chutes n'ont jamais effacé le statut. Car au final, ce qui reste, ce sont les grandes affiches. Les finales. Les trophées. Les parcours. Sur la scène mondiale, la France ne demande plus la permission. Elle appartient au cercle restreint des nations qui comptent. Et sur le terrain des grandes compétitions, le verdict est sans appel. La France n'est pas une puissance occasionnelle. Elle est une référence durable. Mais réduire la puissance française à un palmarès serait une erreur d'analyse.
La vraie force du football français ne brille pas seulement les soirs de finale. Elle s'observe bien avant. Dans les quartiers, dans les tournois U13, dans les centres d'entraînement, dans les terrains synthétiques éclairés tard le soir. Elle se mesure en talent. Car s'il existe une matière première que la France produit avec une régularité presque industrielle, ce sont des joueurs. Prenez l'Île-de-France. Un territoire à lui seul devenu un phénomène sociologique et sportif. Une densité de footballeurs professionnels sans équivalent en Europe. Chaque génération voit émerger des profils différents. Des techniciens élégants, des attaquants explosifs, des milieux complets, des défenseurs athlétiques. Une richesse technique et physique qui dépasse le simple hasard démographique. L'Île-de-France n'est pas qu'une région, c'est un laboratoire. Un écosystème où la culture du jeu se transmet dans la rue, à l'école, dans les clubs amateurs, avant d'être structurée par des académies professionnelles. Et derrière cette dynamique, il y a un modèle, la formation à la française. Des centres structurés, encadrés, exigeants, des éducateurs formés, un suivi scolaire et sportif, une méthodologie claire. Certains clubs sont devenus des références. L'Olympique lyonnais a façonné des générations entières. Pendant plus d'une décennie, le club rhodanien n'a pas seulement dominé la Ligue 1. Il a prouvé qu'un projet centré sur la formation pouvait rivaliser avec les puissances économiques. Benzema, Ben Arfa, Lacazette, Umtiti. La liste est longue et elle raconte une philosophie. Le Stade Rennais s'est imposé comme un modèle plus récent. Structuration moderne, confiance accordée aux jeunes, capacité à intégrer rapidement les talents dans le haut niveau. Là encore, le centre de formation n'est pas un slogan marketing, c'est une colonne vertébrale. La France forme, la France exporte, la France alimente l'Europe. Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie. Partout, des joueurs formés en France occupent des rôles clés. Ce flux constant n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'un système cohérent qui valorise la technique, la lecture du jeu, l'intensité physique et l'adaptabilité. C'est un soft power silencieux. La France ne crie pas toujours sa supériorité. Elle la diffuse. Mais cette réussite cache un paradoxe. Parce que ces talents, souvent, partent tôt. Très tôt. À peine révélés en Ligue 1, ils sont courtisés. Attirés par des salaires plus élevés, des compétitions plus exposées médiatiquement, des projets plus stables économiquement, le marché ne laisse pas beaucoup de place à la patience. Résultat, la Ligue 1 devient un tremplin, un incubateur, une vitrine de lancement. Le championnat forme pour les autres. Et cela crée une tension structurelle. La France est peut-être la meilleure pépinière d'Europe, mais sa ligue domestique peine à capitaliser durablement sur cette richesse. Le pays est une fabrique mondiale de talents. Mais il ne conserve pas toujours ses joyaux assez longtemps pour construire une domination continentale de clubs. C'est à la fois une fierté et une fragilité. Fierté, parce que peu de nations peuvent revendiquer une telle régularité dans la production de joueurs d'élite. Fragilité, parce que cette fuite permanente empêche parfois l'émergence d'équipes capables de s'installer durablement au sommet européen. Et pourtant, au fond, cette capacité à produire sans relâche dit quelque chose de profond. Un pays qui forme autant, aussi bien, aussi régulièrement, n'est pas un pays secondaire du football. Il est un centre névralgique. La France n'est pas seulement une nation qui gagne, c'est une nation qui crée. Regardons maintenant ce qui se joue en profondeur. Non plus les soirs de Coupe du Monde, non plus les étoiles cousues sur le maillot, mais le tissu quotidien, l'architecture, l'écosystème. Parce qu'un pays de football ne se définit pas seulement par sa sélection. Il se révèle dans son maillage territorial, dans la densité de ses clubs, dans la manière dont le ballon rond irrigue ses villes, ses quartiers, ses provinces. En France, on compte environ 40 clubs professionnels répartis entre la Ligue 1 et la Ligue 2 avec quelques structures solides en national. C'est comparable à l'Espagne, mais c'est moins que l'Allemagne. Et surtout, très loin derrière l'Angleterre où la pyramide est vertigineuse, où même la 5e division possède une organisation semi-professionnelle et des stades pleins le samedi après-midi. Cette différence n'est pas qu'un chiffre. Elle raconte une culture. Dans certains territoires français, il n'existe aucun club professionnel. Pas de phare local, pas de rendez-vous hebdomadaires, pas de derby attendu toute l'année. Cela crée un vide, un espace sans ancrage fort,
Or, un club, ce n'est pas seulement 11 joueurs sur une pelouse, c'est une mémoire collective. Un moteur économique qui fait vivre des commerces, des emplois, des associations. Un point de ralliement. Un symbole cousu dans l'identité d'une ville. Un club professionnel, même en 3e division, peut structurer la vie locale. Il façonne les discussions du lundi matin. Il donne un horizon commun. Il transmet une histoire de génération en génération. Quand cette structure manque, 2 dynamiques apparaissent presque mécaniquement. La première, on se tourne vers un autre sport plus implanté. Dans certaines régions du Sud-Ouest, le rugby a pris cette place. Il s'est enraciné là où le football ne s'est pas solidement installé. Non pas par hasard, mais parce qu'un territoire a besoin d'un étendard. La seconde, on adopte un grand club éloigné, parfois national, parfois étranger. On supporte le géant médiatisé plutôt que le voisin invisible. Cela nourrit la passion, certes, mais cela fragilise l'ancrage local. C'est là que la comparaison avec d'autres pays devient éclairante. En Angleterre, même les divisions inférieures bénéficient d'une ferveur enracinée. En Allemagne, le maillage est dense et structuré. En Italie, chaque ville moyenne respire à travers son club. L'appartenance dépasse le simple résultat sportif. Et puis il y a la question européenne. Historiquement, le palmarès continental des clubs français reste modeste. 2 Ligues des champions. C'est peu face aux mastodontes espagnols, anglais, allemands ou italiens. Cette rareté des triomphes européens a limité la construction d'une mythologie forte autour des clubs français, car la légende se forge aussi sur les nuits européennes. Les remontadas, les finales épiques, les épopées racontées pendant des décennies. La France, sur ce terrain-là, a manqué de continuité. Ce contraste est frappant. La sélection nationale s'est imposée comme une puissance mondiale régulière, mais les clubs n'ont pas bâti la même aura collective. Il existe des histoires fortes, des rivalités intenses, des bastions passionnés. Mais à l'échelle continentale, la France n'a pas encore inscrit ses clubs dans l'imaginaire européen avec la même profondeur que certains voisins. Et cela nourrit ce sentiment ambivalent. La France est incontestablement forte en sélection. Elle produit des talents à la chaîne. Elle brille sur la scène mondiale. Mais elle n'a pas encore construit une mythologie de club capable de transcender les générations, d'installer durablement une domination, d'inscrire ses couleurs dans la mémoire européenne avec la même force que les grandes puissances historiques. Un pays de football se juge à la fois à son sommet et à ses racines. La France possède un sommet éclatant. Reste à densifier encore ses racines. Sur la question des infrastructures, il faut être honnête. La France a longtemps été en retard. Des enceintes vieillissantes, des stades municipaux peu modernisés, une expérience spectateur parfois datée. Mais un tournant s'est opéré. La Coupe du Monde de la FIFA 1998 a été un premier électrochoc. Elle a laissé un héritage durable, rénovation, modernisation, construction d'enceintes pensées pour le spectacle moderne. Puis, l'UEFA Euro 2016 est venue accélérer la mutation. En moins de 20 ans, le paysage a changé. Des stades plus fonctionnels, des tribunes plus proches du terrain, des espaces hospitalités adaptés aux standards économiques actuels, une meilleure sécurité, une meilleure visibilité. La France s'est dotée d'un parc cohérent, capable d'accueillir des compétitions internationales majeures sans rougir face aux grandes nations européennes. Bien sûr, si l'on descend dans les divisions inférieures, l'écart avec l'Angleterre ou l'Allemagne reste perceptible. Là-bas, même en 3e ou 4e division, l'expérience stade est profondément enracinée, structurée, entretenue par une culture séculaire. En France, certaines infrastructures, en nationale ou en bas de Ligue 2, demeurent fragiles, parfois vieillissantes. Mais dans l'ensemble, le pays appartient aujourd'hui au haut du panier européen. Ce n'est plus un sujet de complexe, et pourtant, les infrastructures ne se résument pas aux grandes enceintes. Le vrai poumon du football français ne se situe pas uniquement dans les stades flambant neufs. Il bat ailleurs, dans les city-stades des quartiers, dans les terrains municipaux en périphérie, sur les pelouses bosselées des villages, sous les projecteurs fatigués d'un stade communal un soir d'hiver. C'est là que naissent les vocations, c'est là que se forge la technique, c'est là que le football devient instinct. La France dispose d'un maillage impressionnant de terrains accessibles.
Des milliers d'espaces où l'on joue sans billets, sans projecteur médiatique, sans enjeu autre que le plaisir et la compétition entre amis. Cette omniprésence du terrain libre est essentielle. Parce qu'un pays de football, ce n'est pas seulement un pays de stade moderne. C'est un pays où l'on peut jouer partout. Et en France, le ballon roule dans les grandes métropoles comme dans les campagnes. Il s'invite dans les cours d'école, dans les cités, dans les villages. Il ne demande pas toujours une tribune pleine pour exister. C'est peut-être là une force discrète, mais fondamentale. Les grandes enceintes donnent de la visibilité. Les terrains de proximité donnent de la profondeur. Et sans profondeur, il n'y a pas de continuité. Alors oui, sur le plan des infrastructures, la France a franchi un cap. Elle s'est modernisée, elle s'est structurée, elle s'est mise au niveau. Mais ce qui compte peut-être encore davantage, c'est que le football, en France, ne se joue pas seulement dans les stades à 60 000 places, il se joue partout. Et ça, dans la définition d'un pays de football, c'est loin d'être anodin. Pendant longtemps, il faut avoir l'honnêteté de le dire, la France n'a pas été une terre de ferveur comparable à ses voisins latins ou anglo-saxons. Elle était un pays de public, pas encore un pays de tribunes. On venait au stade pour voir un match. Ailleurs, on venait pour vivre un rituel. Dans les années 1980, quand Michel Platini portait le maillot de la Juventus, il racontait déjà ce contraste frappant. En Italie, expliquait-il, le football débordait du terrain. Il envahissait les rues, les cafés, les familles. Les tribunes vibraient, comme des chœurs collectifs. En France, l'ambiance était plus distante, plus mesurée. On regardait, on analysait, on applaudissait. Mais on ne s'abandonnait pas totalement. La nuance est fondamentale. En Italie, en Angleterre ou en Allemagne, le stade a longtemps été une cathédrale populaire. En France, il a souvent ressemblé à une salle de spectacle. Mais réduire le paysage actuel à ce constat serait figer le passé. Car quelque chose est en train de changer. Depuis plusieurs saisons, les tribunes françaises se transforment. Les virages se densifient. Les chants se coordonnent. Les tifos se sophistiquent. Il suffit d'observer un week-end de Ligue 1 pour le constater. Les animations se multiplient. Les fresques colorées envahissent les tribunes. Les groupes ultras gagnent en organisation et en visibilité. Les déplacements sont plus suivis. Les identités de virage s'affirment. Les chiffres confirment cette évolution. Le taux de remplissage en Ligue 1 flirte désormais avec les 87 à 88%. C'est un bond spectaculaire par rapport aux années 2010, où l'on oscillait souvent entre 65 et 75%. Ce n'est pas un simple effet statistique, c'est un signal culturel. Le public revient. Et il revient pour vibrer. Il y a aussi un facteur générationnel. Une nouvelle vague de supporters, plus connectés, plus structurés, plus inspirés par les modèles étrangers, s'approprient les codes de la culture tribune. Les réseaux sociaux amplifient cette visibilité. Ce qui se faisait hier dans l'ombre des virages est aujourd'hui partagé, diffusé, commenté. La culture stade française devient plus assumée. Bien sûr, la France n'a pas encore atteint l'intensité historique de certains bastions anglais, la densité allemande ou même la deuxième division affiche des stades pleins, ni la ferveur italienne où l'identité du club structure parfois l'identité même d'une ville. Mais l'écart se réduit. Et surtout, la perception évolue. On ne parle plus seulement d'un public passif. On parle d'animations remarquées en Europe, de virages reconnus pour leur créativité, d'une atmosphère qui change le visage du championnat. Il reste des tensions, des maladresses institutionnelles, des incompréhensions entre autorités et groupes de supporters. Mais sur le terrain de la passion pure, quelque chose s'affirme. La France ne sera peut-être jamais un pays où le football occupe une place quasi religieuse comme en Argentine ou en Italie. Son rapport au sport reste plus multiple, plus diversifié. Mais elle n'est plus seulement un pays de spectateurs. Elle devient progressivement un pays de tribunes. Et dans la définition d'un pays de football, cette mutation compte énormément. Et c'est précisément là que le débat prend toute sa profondeur. Parce qu'un pays de football ne se résume pas à une vitrine de trophées. Il se reconnaît à une atmosphère, à une respiration collective, à une façon d'exister autour du jeu. Un pays de football, c'est une mentalité. C'est un club qui structure une ville entière. C'est une écharpe transmise du grand-père au petit-fils. C'est le calendrier familial organisé autour du match du dimanche. C'est un derby qui dépasse le terrain pour s'inscrire dans l'identité locale.
Dans certains pays, le football est une culture organique. Il irrigue la musique, la littérature, le langage populaire. Il s'invite dans la politique, dans les débats de société. Il est un marqueur d'appartenance. En France, le rapport a longtemps été plus complexe. Le football y a toujours été populaire, pratiqué massivement, médiatisé intensément. Mais il a souvent été regardé avec une forme d'ambivalence culturelle, moins valorisé dans certains cercles intellectuels, moins assumé comme patrimoine social, comme si le ballon rond devait encore prouver qu'il était plus qu'un divertissement. Cette distance symbolique a compté. Pendant des décennies, le football n'a pas toujours été pensé comme un fait culturel à part entière, au même titre que le cinéma, la littérature ou la musique. On l'a souvent réduite à la performance, au résultat, à la polémique. Or, dans les pays où le football est profondément enraciné, il est sacralisé, il est raconté, il est transmis, il est célébré même dans la défaite. Il faut aussi évoquer la relation entre les institutions et les supporters. Là encore, le contraste européen est frappant. En France, les autorités ont parfois donné le sentiment de méconnaître la culture tribune. Les interdictions de déplacement à répétition, les arrêtés préfectoraux préventifs, une gestion souvent sécuritaire plutôt que dialoguée, tout cela a nourri une tension persistante. Quand d'autres pays privilégient l'encadrement et la cohabitation organisée, la France a parfois opté pour la restriction. La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2022 au Stade de France a cristallisé ce malaise. Problèmes d'organisation, communication défaillante, gestion contestée des flux de supporters. Au-delà de l'événement, c'est l'image d'un système en difficulté qui a été projetée à l'international. Cet épisode a laissé des traces. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un incident logistique, il révélait un rapport encore fragile entre le football, les autorités et la culture supporter. Et c'est là toute la nuance française. La France excelle dans la production de champions. Elle sait former, performer, gagner. Elle sait briller lors des grandes compétitions. Mais elle peine encore à sacraliser le football comme fait culturel majeur, comme élément constitutif de son identité collective. Dans certains pays, le football est une évidence culturelle. En France, il reste parfois un débat. Pourtant, le potentiel est immense. Le maillage associatif est dense. Les licenciés sont nombreux. Les stades se remplissent davantage. Les générations se succèdent avec passion. La question n'est pas celle du talent. Elle n'est même pas celle de la ferveur. Elle est celle de la reconnaissance symbolique. La France est une grande nation de football sur le terrain. Reste à savoir si elle souhaite pleinement l'assumer en dehors. Prenons ton exemple et allons jusqu'au bout du raisonnement. Sur le papier, en 2026, la France coche presque toutes les cases. Plus de licenciés que l'Italie, des infrastructures modernes, une sélection ultra compétitive, un vivier de talents exporté partout en Europe. Et pourtant, non. Elle n'est pas plus un pays de football que l'Italie. Parce qu'en Italie, le football n'est pas simplement un sport performant. C'est une religion civile. Le mot n'est pas exagéré. Dans les villes italiennes, le club est un prolongement du quartier. À Naples, le SSC Napoli est une fierté identitaire. À Milan, le derby entre AC Milan et Inter Milan dépasse le cadre sportif. À Rome, l'opposition entre AS Roma et SS Lazio raconte des clivages historiques et sociaux. Le football italien est régional, viscéral, incarné. En France, la passion existe. Elle est réelle. Mais elle est moins enracinée dans une logique identitaire régionale aussi marquée. L'histoire politique centralisée du pays, la place dominante de Paris, la structuration différente des villes ont façonné un rapport au football plus national que local. En Italie, on hérite d'un club comme on hérite d'un nom. En France, on choisit plus souvent. Et cette nuance change tout. Parce qu'au fond, ce que tu pointes est essentiel. L'immatériel pèse plus lourd que les chiffres. Les mentalités font la différence. On peut produire des champions sans produire une culture sacrée. On peut gagner des titres sans que le football devienne un pilier identitaire collectif. La France est une grande nation de performance. L'Italie est une nation de culture footballistique enracinée. Et ce sont deux choses différentes. Ce qui est fascinant, c'est que rien n'est figé. Les mentalités évoluent. Les stades français se remplissent davantage. Les derbys gagnent en intensité. Les clubs retrouvent une identité plus forte. La vraie question, peut-être, n'est pas
Qui est le plus grand pays de football? Mais plutôt, qu'est-ce qu'on veut que le football représente chez nous? Et là, le débat devient presque philosophique. Franchement, ta nuance est très juste. Dire que la France n'est pas un pays de football serait caricatural. Dire qu'elle en est l'archétype absolu le serait tout autant. La France est un pays de footballeurs. Un pays de centres de formation d'élite. Un pays qui produit, exporte, gagne. Un pays capable d'organiser et de briller dans les grandes compétitions. Mais tu mets le doigt sur quelque chose de plus profond, la différence entre puissance sportive et culture totale. Au Brésil, le football est un langage populaire. En Argentine, il est une fierté nationale quasi existentielle. En Italie, il est une identité régionale transmise comme un héritage familial. Là-bas, le football structure l'imaginaire collectif. Il façonne les récits, les mythes, les souvenirs d'enfance. Il dépasse le terrain. En France, il unit. Il passionne. Il divise parfois. Mais il ne structure pas encore l'imaginaire national avec la même intensité symbolique. Et c'est peut-être ça, la vraie ligne de fracture. Être un géant de performance, ou être une civilisation du football. Alors, qu'est-ce qui définit vraiment un pays de football? Voici quelques critères qui me semblent essentiels. L'ancrage local fort. Des clubs qui incarnent une ville, une région, une identité sociale. La transmission générationnelle. On ne choisit pas toujours son club, on l'hérite. La centralité culturelle. Le football irrigue les discussions quotidiennes, les médias, la musique, la politique. La mémoire collective. Les défaites comme les victoires deviennent des repères historiques. La relation institution-supporter, dialogue, reconnaissance, respect de la culture tribune. La place symbolique du match. Le week-end s'organise autour du coup d'envoi. Au fond, la question que tu poses est presque sociologique. Veut-on que le football soit un outil de performance ou un pilier identitaire? Et peut-être que la réponse n'est pas binaire. Peut-être qu'un pays peut évoluer, se transformer, s'assumer différemment avec le temps. Ce que j'aime dans ta réflexion, c'est qu'elle dépasse le clash facile. Elle invite à penser le football comme phénomène culturel, pas seulement comme palmarès. Alors je te renvoie la balle. Si tu devais choisir un seul critère indispensable, un seul, lequel serait non négociable pour mériter le titre de pays de football?